Non, avec Schellcher, c'est un rapport juridique. Il a été à l'origine du décret du 27 avril 1848 et des autres textes qui vont découler et qui vont expliquer ce que je vais dire, c'est que Schellcher égale Hitler. J'explique. Ah non. J'explique très rapidement. Lorsqu'il s'est agi de gérer pour maintenir la colonie dans le giron français, pour éviter le désastre haïtien en Martinique, en Guadeloupe, en Jamaïque, etc. Les Békés ont eu l'idée de génie avec Schellcher et avec son aide. Et c'était ça les débats à l'Assemblée nationale. Ils disaient, attention, si vous ne faites pas l'abolition de l'esclavage, ce sera une indépendance en Martinique, en Guadeloupe, etc. Et donc, ils ont imaginé le plan machiavélique de transformer l'esclavage du Code noir en esclavage moderne, en faisant trois choses fondamentales. La première, ça a été dit, assurer la propriété foncière. Donc les habitations restent des habitations. Donc les gens qui avaient leur petite case ou casenette avec leur jardin créole se retrouvaient à la rue. La deuxième, assurer que ces nouveaux citoyens libres retournent travailler dans les plantations en prenant la loi sur le vagabondage. En France, il y avait trois conditions pour être vagabond, et c'était trois conditions cumulatives. Ne pas avoir de maison, ne pas avoir de travail et ne pas avoir d'argent. En Martinique, il y avait une seule condition et puis on allait en prison. Donc, le nègre, une fois devenu citoyen, avait l'obligation d'avoir son carnet de circulation, une espèce de visa pour aller de Sainte-Marie au Lorrain. On ne pouvait même pas sortir de l'habitation où on devait payer le loyer du bélier, on devait payer les courses à crédit à la boutique, et donc le bélier à la fin de la semaine ou des 15 jours vous donnez ce qu'il reste. Ça, c'est l'esclavage moderne, ajouté en plus au fait que 100 ans après 1848, 100 ans après 1848, Martine est encore là, dans Wikazega, à vous expliquer que l'école n'est toujours pas gratuite et générale pour les nègres. Donc comment vous ne comprenez pas que le but, c'était de les renvoyer sur les habitations? Parce que le débat, pour les gens de couleur, les blancs, leur débat, c'est d'avoir les mêmes droits que les blancs, alors que nous, les nègres, c'était d'avoir un jour de plus dit d'oisiveté, c'est-à-dire un jour de plus pour sancler notre jardin bocaille. Donc, quand on va réétudier sur le plan juridique les lois issues de la volonté de Schellcher de nous empêcher d'être collectivement libres par une indépendance, et individuellement de nous foutre à nouveau sur les habitations qu'on est en train de quitter par les révoltes, alors peut-être qu'on aura un débat apaisé pour comprendre que celui qui a créé la notion d'esclavage moderne en Martinique, il s'appelle Victor Schellcher, ce n'est pas mon héros. Au-delà du fait que mes ancêtres ont été libérés par leur révolte, il se trouve que Schellcher n'a pas contribué à cette libération, contrairement à ce qu'on pense. Condorcet, lui, a contribué par ses écrits. Il était pour une libération immédiate. Et puis, dernier point sur Victor Schellcher. Vous savez la différence qu'il y a entre ce bâtiment et puis ma maison? Par la taille, puis que c'est joli. C'est qu'ici, c'est un bien public. Ma maison, c'est un bien privé. Les deux sont des choses. Ils ont le statut de choses. Dans son décret d'abolition, Victor Schellcher, dans son article 5, prévoit non pas des indemnisations pour les béquets, il prévoit par ces indemnisations de transférer les choses papa ou grand-papa
les transférer du patrimoine privé des colons au patrimoine public de l'État. Voilà les valeurs de la République française. Quand vous aurez compris que la France de la Révolution, la France républicaine, a dans ses valeurs l'achat de choses qui étaient nos parents, alors vous comprenez que cette France, il pas à moi. Ces valeurs, c'est de considérer nos ancêtres comme des choses. On est toujours en novembre. Bon, commémoration de la Première Guerre mondiale, c'est ça? Parce qu'il y en a eu deux. Eh bien, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on met des numéros devant. Eh bien, figurez-vous que dans l'enseignement de l'histoire, il y a eu deux abolitions. Mais personne ne dit première abolition et deuxième. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que justement la France porte en elle toute la honte de ce processus. Lors de la première abolition, pas en 1789, en 1794, il faut attendre jusqu'en 1994 pour qu'elle fasse ça. Les nègres que nous sommes deviennent des citoyens, et ceux qui naissent deviennent des citoyens français et n'ont jamais été esclaves. Lorsque Napoléon rétablit l'esclavage, il fait deux choses. Il fait premièrement la déchéance de nationalité pour ceux qui étaient citoyens français. Ils ne sont plus citoyens français. Et deuxièmement, il met en esclavage des citoyens français. Ça, c'est les valeurs de la France. Qui dit qu'après une abolition, des gens ont toujours un statut à part. Parce que quelle différence entre la première et la seconde? C'est une abolition de l'esclavage comme une autre. Sauf que, pour la France, nous avions un statut à part, le statut d'affranchi. Et lors de la seconde abolition, nous avons toujours un statut à part, le statut d'affranchi jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'est pas question de réparation. Elle est impossible, alors que je suis un militant de la réparation. Elle n'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que le crime continue toujours. Il faut d'abord arrêter le crime et ensuite réparer. Un affranchi reste toujours un esclave. Car la première abolition date de 1794, 5 ans après la déclaration des droits de l'homme blanc par les Français. Preuve de ce que nous n'étions pas concernés par les droits de l'homme pour les Blancs. Si bien qu'en 1802, lorsque Delgrès se battit contre la décision de Napoléon de rétablir l'esclavage en Martinique, puisque nous l'avions laissé partir, Delgrès est un Martiniquais, nous n'avons pas pu bénéficier de sa force, de sa lutte et de ses combats. Alors les Blancs ont imaginé un stratagème pour maintenir l'esclavage. Ils sont passés à l'anglais, car les Blancs de Martinique n'ont pas de patrie, à part peut-être la Martinique esclavagisée. Et puis, est arrivé 1848, le moment où nos parents étaient tellement révoltés que l'esclavage allait mourir. Alors pour sauver l'esclavage, Victor Schœlcher a imaginé cette soi-disant abolition qui consistait à obliger par la loi sur le vagabondage, obliger les anciens hommes réduits en esclavage à faire du travail forcé, à avoir des carnets de circulation, à avoir une adresse sur une habitation. Et la case qu'ils occupaient gratuitement quand ils étaient réduits en esclavage leur devenait un domicile en location. Ils devaient travailler obligatoirement, mais également leurs enfants, malgré l'école publique gratuite en principe. Elle n'était pas si gratuite que cela. Mais les Blancs sont tellement forts qu'ils ont imaginé nous faire admirer et adorer Victor Schœlcher. Et même ils ont réussi à le mettre ici. Ah, les Blancs sont forts. Trop forts. Alors qu'il est le père, l'inventeur de l'esclavage moderne. Et que dans l'article 5 du décret d'abolition du 27 avril 1848,
Il a posé le principe de la réparation. Car du mal a été fait et il fallait le réparer. Mais quelle était sa conception du mal? C'était que les Blancs n'avaient plus d'esclaves et qu'il fallait leur payer une indemnité pour réparer la faute que commettait la France en les privant de leurs biens. Si bien que Haïti, c'est encore Haïti, qui a été assujetti au paiement de l'impôt sur la liberté. Et c'est cet argent qui a renforcé le pouvoir des Blancs en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs. Et qui a permis qu'aujourd'hui encore, alors que les Juifs ont une patrie, ont une terre qui s'appelle Israël et qui n'est pas dominée par ceux qui ont fait la Shoah, l'Allemagne, nous en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, nous sommes dominés par la France, la nation qui nous a réduits en esclavage. Et nous avons fait tous ces kilomètres, ces 2 jours d'avion pour venir ici sur la terre de nos ancêtres. C'est quoi ça? Aïe bobo. Oh, déchouqué chanceux. Quand on regarde un peu le décret d'abolition de 1848, on s'aperçoit que dans son article 5, il y a une indemnité qui doit aller aux colons. Donc c'est la réparation, mais on répare au béquet, en fait, pour chaque esclave affranchi. Au-delà du caractère choquant, scandaleux de cette disposition-là, qui fait que Schellcher est à la base du génocide qui va suivre, en fait, il faut faire le parallèle avec 1981, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. François Mitterrand, quand il arrive au pouvoir, bon, déjà, les gens de droite se disent, oh là là, mon Dieu, on va voir débarquer les chars russes sur les Champs-Élysées. Et il annonce, puisque c'était dans son programme, son projet, son plan de nationalisation. Bien sûr, les capitalistes y voient une confiscation, et lorsque le projet est voté au Parlement, il y a des députés qui saisissent le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel dont on s'attend à ce qu'il ait une vision conservatrice, protectrice du grand capital. Eh bien non. Chose surprenante, il va rappeler, même pas poser le principe, mais rappeler que le principe de la nationalisation est possible moyennant une juste indemnisation des propriétaires. En fait, c'est le même principe qui a été à l'œuvre, c'est-à-dire que nous pouvons dire que nos ancêtres ont été nationalisés par la République. Ça veut dire que dans les valeurs de la République française, nous sommes la propriété des Français, car ils nous ont achetés. Ils ont acheté nos ancêtres. Et ce faisant, ce fameux article 5 du décret d'abolition du 27 avril 1848 entérine que dans les valeurs de la République, nous ne sommes toujours pas des êtres humains, puisque nous avons été achetés et qu'on ne peut pas acheter un être humain. Et que le code noir n'est toujours pas abrogé. Et donc, ça explique pourquoi, au sortir de cette abolition, il y a une omerta. On ne doit pas parler du passé. On va même tellement aller de l'avant qu'on va faire de Schellcher notre député. On va tellement vouloir aller de l'avant qu'on va interdire très longtemps l'idée de la mémoire de cela. Alors il y a un discours négationniste qui est le discours dominant ici, en Martinique. Ce discours négationniste essaie de s'appuyer sur du bon sens. Exemple, pour ce qui est de l'esclavage et de la traite. Les béquets disent, les béquets d'aujourd'hui, disent, moi j'ai rien fait, je ne porte pas de culpabilité, c'est pas moi. Et on entend des nègres dire, mais c'est vrai, ils ont rien fait. Vivons ensemble dans cette république fraternelle et humaniste. À cela, je vais faire du droit pour leur répondre en leur expliquant, par des analogies faciles à comprendre.
que pendant la Seconde Guerre mondiale, des Allemands, des nazis, ont confisqué des tableaux juifs, des biens juifs. Ont déporté des juifs dans des trains et dans des camps de la mort comme dans des camps de travail, similaires à nos habitations, ont exterminé, soit directement, soit par le travail, des juifs. Pas que des juifs, mais des juifs. Si aujourd'hui, un héritier de ces nazis se trouve en possession d'un tableau ou qu'il a des parts dans les entreprises qui faisaient de la déportation comme la SNCF, ou qu'il est propriétaire de ses habitations comme travail, comme Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz, il se trouve aujourd'hui vivant en situation de recel de crimes contre l'humanité par la simple acceptation de son héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les béquets qui habitent sur des habitations ou qui sont propriétaires de ces terres qui sont gorgées du sang de nos ancêtres sont en situation de culpabilité vis-à-vis de l'infraction de recel de crimes contre l'humanité. Voilà. Voilà qui répond déjà au discours ambiant qui consiste à dire il faut arrêter avec ça, il n'y a plus que tous les coupables sont morts. Eh bien non, tous les coupables naissent tous les jours. Dès qu'un propriétaire d'habitation fait un enfant et que cet enfant hérite, il le place en situation de devoir accepter l'héritage, donc accepter un bien qui est... Ou l'héritier renonce au bien. S'il renonce au bien, ça vient dans le domaine public et là, il n'est pas en situation de recel. Mais si volontairement... Et d'ailleurs, il y a certains types de propriétés, puisque on sait que les actes qui sont chez les notaires sont des actes de succession. Eh bien, on a vu certains notaires afficher dans leur cabinet ou afficher ou publier des actes de propriété des béquets où on voyait tant de terre, tant de cochons, tant de veaux, tant de vaches, tant de moutons, et tant de négrillons, tant de négresses, tant de nègres. Sur le même acte. Absolument. Et ça prouve le lien qui existe entre la propriété des biens et la propriété des hommes. Tant que les béquets n'auront pas fait le départage entre ce qu'ils avaient le droit d'avoir, ce qu'ils ont le droit d'avoir aujourd'hui, comme n'importe qui, et ceux qui n'ont pas le droit de recevoir un héritage, c'est-à-dire des biens qui ont participé à un crime contre l'humanité parce que ça les place en recel de crimes contre l'humanité, tant qu'on n'aura pas fait cette redistribution agraire notamment, et surtout cette récupération du patrimoine, non pas des Martiniquais, de leur histoire, même pas de la Caraïbe, même pas de la France, mais c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Comme Gorée fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'humanité qui doit être propriétaire de l'habitation X, l'habitation Y, l'habitation Clément. C'est pas nous. Nous n'en voulons pas pour nous, mais pour la sauvegarde de la mémoire. Mais on voit bien qu'il y a un enjeu extraordinaire parce que la mobilisation autour du refus de la question, du traitement de la question des réparations et le fait que les nôtres aussi réduisent ça au fait que oui, on ne veut pas d'argent, c'est quand même absolument affolant parce que là on a tellement de spécialistes aujourd'hui qui sauraient bien parler de cette question et on voit que nos politiques, nos citoyens continuent à patauger dans des choses qui sont, excusez-moi, un peu primaires. Oui, c'est très... Enfin, je pense qu'il faut qu'on mûrisse aussi dans la façon qu'on a, non pas de se laisser dicter de comment on va traiter d'une problématique, mais de comment par rapport à nos intérêts et à ce qui nous a été fait, nous jugeons qu'il faille discuter et poser ces problématiques. Mais sur la question de l'institutionnel, donc vos recherches qui sont autour du statut d'affranchi qui est encore le nôtre, se basent aussi sur le fait que le Code noir n'est pas vraiment aboli. Tout à fait. Voilà. Donc peu de nos compatriotes le savent, que le Code noir n'est pas aboli
Et ça n'est pas de faute de l'avoir demandé. C'est la France qui refuse. Tout à fait. Alors, dans une telle situation, la conséquence, c'est que si quelqu'un décide aujourd'hui de nous remettre en esclavage, le cadre est déjà là. Oui, absolument. Surtout, le cadre est déjà là, mais le conditionnement mental est déjà là. C'est-à-dire qu'en fait que n'importe quel psychologue ou sociologue ferait un travail immédiat sur, je dirais, la vision, la mentalité des Noirs en Martinique. On vient de le voir. Oui, tout à fait. Avec le football. Absolument. Eh bien, qu'est-ce qu'on va constater? On constatera qu'en effet, c'est une mentalité, c'est un conditionnement qui est structuré sur la reconnaissance en fait de son inhumanité, à savoir de son infériorité par rapport aux Blancs. Et donc c'est une situation, même s'ils disent le contraire, mais ils se sont socialisés dans ça. Les comportements mais pas seulement les comportements, lorsque en fait ils ne sont pas, je dirais, ils sont dans une certaine spontanéité, dans une socialité spontanée, etc. On le voit. C'est seulement lorsqu'ils essayent de cacher la réalité. Ils disent non, nous sommes français, nous sommes dans le gars, qu'est-ce que tu racontes là, etc. Mais en réalité, tout démontre ça. C'est ce que j'appelle les comportements. Voilà. Ils sont tout naturellement, ils se conçoivent comme des inférieurs, et dès que les gens font quelque chose, ils disent moins anti-matinitier qu'on moins, ou moins anti-nègre qu'on moins. Absolument. Et on est toujours dans les petits, dans les tout petits, dans les dimensions réduites. Et ce travail sur le discours qui mériterait d'être entrepris ne l'a pas encore été. Mais voilà, par exemple, dans toutes les recherches qu'on a à faire, au lieu de batifoler dans je ne sais quelle sphère qui ne nous apporte rien dans la connaissance de nous-mêmes, voilà des choses que nos chercheurs pourraient faire.